Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Vuibert qui t'accompagne dans la préparation des épreuves de DCG. Étudiante dans une école, en formation initiale ou en alternance ou encore en candidat libre, Vuibert est la maison d'édition qu'il te faut. Leurs manuels conformes au programme officiel contiennent des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab 50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Pour y accéder, il te suffit de taper dcg.vuibert dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité. Bonne écoute! Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode solo qui va parler un peu de mes objectifs 2024 et de mes intentions. Donc pour ceux qui l'auraient loupé, je vous invite dans un premier temps à checker l'épisode que j'ai sorti sur mes apprentissages 2023 parce que ça va être forcément un peu en lien. Et puis sans plus tarder, on commence directement avec mes 3 objectifs principaux. Alors c'est vrai que j'arrive un peu après la bataille parce que je pense que si vous suivez d'autres créateurs de contenu, etc. Là on est fin janvier, je vous parle de mes objectifs et de mes intentions pour l'année. D'habitude c'est plutôt quelque chose sur lequel on communique fin décembre ou même début janvier, mais vous allez voir que il y a une logique quand même dans tout ça et que il y a un lien justement avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc 3 objectifs principaux cette année, j'ai décidé de pas m'en mettre trop, mais c'est aussi parce que j'ai pas mal poncé le sujet et qu'en fait mes objectifs ils me sont pas venus comme ça, c'est quand même le fruit d'une réflexion, d'où aussi ce temps un peu que j'ai mis pour bien les définir parce que je pense que c'est important. Et notamment j'ai suivi, pour ceux qui connaissent le workshop de Aline de The Bee Boost qui était très sympathique, qui m'a servi à la fois pour faire un peu un état des lieux de mes apprentissages de l'année 2023 et de mes objectifs 2024. Et forcément, en conseil, il y avait se fixer 3 grands objectifs et non pas 5 et non pas 10 parce que c'est très facile de s'en fixer 50 000. Mais à un moment, on a tous 24 heures dans une journée, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi 3. Et je démarre tout de suite avec le premier objectif, qui n'est pas des moindres, qui est rédiger mon mémoire de DEC. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, peut-être que vous vous dites, bah oui, c'est normal, Julie, elle va passer ses épreuves en mai 2024, etc. Ça fait un moment qu'elle est mémorialiste. Et non, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis toujours en 2e année. Et au 1er mars 2024, je serai en 3e année. Et je termine mon stage donc le 28 février 2025, qui est aussi la date de clôture des inscriptions. Et donc, je passerai mes 3 épreuves en mai 2025 pour espérer être diplômée en juillet 2025. Et pour autant, donc en fait, normalement, ma vraie deadline, je dois rendre mon mémoire de DEC au maximum le dernier jour des inscriptions, c'est-à-dire le 28 mai. Et pourtant, j'ai décidé de l'écrire cette année parce que déjà il me restera janvier, février pour vraiment peaufiner et un peu prendre du recul sur ce que j'ai écrit, et 2 mois comparé au temps que je vais y passer, finalement c'est pas si grand que ça. Et surtout j'ai vraiment envie de prendre le temps et j'ai pas envie / c'est pas possible, mais en fait c'est vraiment lié à mes envies, mais comme certains font, et c'est pas un jugement, c'est juste que moi dans ma conception c'est pas possible de m'enfermer pendant 2 mois, de voir personne
et d'arrêter de publier, d'arrêter de faire des podcasts, d'arrêter, en gros, arrêter de faire ce qui me fait kiffer parce que j'écris mon mémoire de deck. C'est pas trop comme ça que j'ai envie de vivre la chose et surtout j'ai vraiment envie de faire un bon mémoire entre guillemets. Enfin, je veux vraiment prendre le temps, prendre le recul, ne pas être stressée par le temps, me dépêcher de faire un truc, tel outil qui est bof ou tel outil, en fait je le fais pas parce que j'ai pas le temps, etc. Enfin, j'ai vraiment envie de faire ça bien et donc c'est pour ça que je me suis fixé un rétro-planning qui est vraiment très ambitieux, on va dire, parce qu'il est j'ai prévu des deadlines qui sont très tôt par rapport aux deadlines officielles. Donc typiquement, je vous disais, normalement, la deadline pour déposer le mémoire, c'est fin février 2025. Et donc moi, je prévois d'avoir fini, on va dire, à 99% au 31/12/2024, donc avec 2 mois d'avance. Dans mon cas, pour la notice, normalement, j'ai au maximum jusqu'à fin octobre, début novembre pour déposer la notice. Sauf que moi, du coup, j'ai décidé de la déposer vers mai-juin, donc soit à peu près 6 mois avant. Et donc, pour ce faire, j'ai aussi pris une coach, et ça a commencé dès ce mois-ci, mais je n'ai pas encore pris rendez-vous avec elle, parce que je voulais avoir une base déjà sur laquelle travailler. J'ai fait une V0 de mon plan à 80%, on va dire. Il me reste quelques titres et voilà, ça serait bien que je regarde un peu si jamais je veux réarranger ça, mais on va dire que j'ai fait 80% de mon plan, mais V0, évidemment ça va changer. Niveau biblio, etc., j'ai déjà pas mal d'éléments aussi, mais j'aimerais bien organiser ça et puis l'envoyer à ma coach aussi. Donc voilà, je commence, on va dire, à travailler sur ma notice, sachant que j'ai déjà plein de ressources, etc. En fait, ça a été rapide pour moi, entre guillemets, de la faire, mais parce que c'est un sujet sur lequel je me renseigne depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, et qu'en fait je découvre pas le sujet. Là, je dois pas me dire oh là là, sur quel livre je vais me pencher, même si j'ai pas lu les livres en question que je vais étudier, mais j'ai lu plein d'articles, j'ai fait plein de veilles, etc. J'en ai discuté avec plein de personnes, donc en fait ça sort pas de nulle part le fait de faire sa notice rapidement. C'est un travail qui est beaucoup plus long que ça. Donc voilà, et surtout quelque chose alors peut-être qui va vous étonner, ou pas forcément, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps, etc. Et en fait, je sais que, surtout sur les sujets orga, puisque moi je fais forcément, si vous me connaissez, un sujet organisationnel et non pas un sujet technique, puisque je suis pas très passionnée par la technique. Donc je fais un sujet, on va dire, globalement sur le management des profils neuroatypiques en cabinet expertise comptable. Donc il y a plein de types de profils neuroatypiques, mais les 4 principaux, on a les TDAH, les donc c'est dyslexiques, dyspraxiques, etc. Les HPI et les autistes. Et donc c'est un sujet qui est pas du tout abordé. Comme vous l'aurez peut-être compris, c'est un sujet qui m'intéresse à titre personnel, mais aussi professionnel. C'est un peu plus qu'un mémoire de deck, donc c'est-à-dire qu'en fait, même si je présente ce sujet-là pour mon mémoire, je sais que c'est risqué, et en plus c'est un sujet orga, et en plus c'est un sujet très très atypique pour le coup, ça va bien avec mon thème. Plus une personne très très atypique aussi, ce qui fait que égale deck assez relativement risqué quand même. Enfin, il y a des possibilités en tout cas que je ne valide pas du premier coup à cause du mémoire, mais en fait c'est pas très très grave, dans le sens où, comme pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est un mémoire de deck, mais c'est avant tout aussi un sujet qui m'intéresse et voilà, à titre personnel, et un sujet que je voudrais qui soit plus abordé dans la profession. Donc c'est vraiment pas qu'un mémoire de deck. Et donc en fait, si je valide pas du premier coup, finalement c'est pas extrêmement grave. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très personnel encore une fois, mais dans mon cas, je pense que le deck ne va pas changer ma vie. On pourra en reparler, peut-être que je ferai un épisode de podcast spécifique pour vous dire un peu quels ont été mes cheminements par rapport à la suite, etc. après le deck. Mais en tout cas, je suis quasiment sûre aujourd'hui que le deck ne va pas changer ma vie. En fait, l'expertise comptable, le cursus expertise comptable a changé ma vie. Et c'est plutôt en fait la fin de mon stage
qui marque la fin d'un cycle, mais en soi, mon deck, que je le valide en mai 2025 ou que je le valide en novembre 2025 ou même en mai 2026, je pense pas que ça va trop changer ma vie. Et déjà, entre autres, parce que j'ai prévu donc normalement, je dépose mon mémoire en février 2025 et je passe mes épreuves en mai, mais j'ai prévu un peu en 2025 de prendre une année un peu off, une année sabbatique. Enfin, moi, quand je dis sabbatique, c'est en gros, je continue à faire ce que je fais actuellement, mais j'enlève le cabinet, donc c'est-à-dire que j'enlève 4 jours par semaine. Donc pour moi, une année sabbatique, donc en gros, ce serait travailler 2-3 jours par semaine et puis en profiter, je sais pas, pour voyager, pour faire plein de trucs et pas se mettre la pression, même si j'ai des idées déjà de quoi faire après le deck, qui aura certainement créé un cabinet d'expertise comptable, mais je veux pas me mettre la pression, sachant que j'ai quand même fait beaucoup de choses pendant que j'étais salariée, parce que j'ai eu un blog, j'ai eu un podcast, j'ai écrit un livre, enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Et donc là, je me dis, entre guillemets, c'est plus raisonnable et c'est cool aussi de se dire que je vais prendre du temps pour moi après le diplôme. Donc voilà, vous savez tout. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien un peu, entre guillemets, me débarrasser du mémoire cette année. Comme ça, après, mon année 2025, elle est vraiment plus cool, quoi, comparée aux autres années. Ensuite, mon deuxième objectif, ça va être de développer mon entreprise. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une entreprise à côté de mon job salarié, enfin de mon stage deck, donc qui regroupe le blog, le podcast, le livre, etc. Et donc cette année, j'aimerais vraiment développer ça, entre autres doubler mon chiffre d'affaires. Alors vous allez me dire, ça veut rien dire doubler son chiffre d'affaires parce que selon qu'on part de 0 ou de 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas trop le même montant. Il n'empêche que pour le moment, je suis pas forcément ultra à l'aise de parler chiffres, donc je préfère vous parler comme ça. Et donc entre autres avec la sortie de nouveaux produits. Donc pour ceux qui savent pas, je commercialise déjà des fiches de révision pour le DSCG. Donc là, l'objectif, c'est qu'avant les examens de DCG, donc qui sont en mai, que je sorte, on va dire, 80-90% des UE de fiches DCG. Et aussi, il est prévu d'avoir d'autres types de produits, toujours sur le DCG, DSCG, mais qui ne sont pas des fiches de révision, qui sont en fait des mini-produits toujours digitaux, mais qui n'existent pas sur le marché, qui n'existent tout simplement pas, et je pense qu'ils seraient très utiles pour les étudiants. Et donc pour ce faire, forcément, j'ai toujours 24 heures dans une journée, donc je ne peux pas tout faire. Et donc le but, c'est vraiment de aussi s'entourer de prestataires, comme j'ai déjà commencé à le faire en 2023. Notamment, il y a une nouvelle version du blog qui va sortir d'ici quelques jours, si pour ceux qui m'écoutent à la sortie du podcast. Et du coup, j'ai trop hâte parce que ça fait un petit moment que je travaille dessus. Ça fait au moins 6 mois parce qu'il y a tous les allers-retours avec la graphiste, avec le développeur, avec faire des tests, avec plein de choses. Mais du coup, c'est ça qui me fait kiffer aussi. Imaginer quel est le parcours le plus optimal pour un utilisateur, comment on organise le site. Voilà, plein de nouvelles choses. Et en fait, le but pour moi cette année, quand je dis développer l'entreprise, c'est aussi me concentrer sur des activités qui me font kiffer plus et aussi qui m'offrent de la liberté plus parce que notamment comme je vous l'ai dit, vu qu'en 2025 je prévois un peu de faire une année off, une année sabbatique, forcément quand tu travailles pas, tu n'as pas de revenus qui tombent. Donc l'idée, c'est aussi de vraiment profiter de cette année pour anticiper l'année 2025 et faire en sorte que je puisse avoir des revenus passifs quand même réguliers pour pouvoir assurer mon quotidien tout simplement. Mon troisième objectif, c'est qui va un peu avec, c'est structurer et déléguer, donc notamment avec des freelances. J'ai déjà eu recours à pas mal de freelances en l'année 2023 et j'avais un peu l'impression que c'était l'année justement où j'allais structurer et déléguer, mais en fait c'était juste le tout début où je commençais vraiment à me familiariser avec le fait de déléguer
d'avoir des personnes qui travaillent avec moi et de ne pas tout faire, de ne pas faire que de l'opérationnel. Mais cette année, c'est vraiment l'année où je délègue dès qu'il y a une action où j'estime que j'ai pas un maximum de valeur ajoutée, ou en tout cas que ma valeur ajoutée est plutôt ailleurs, et notamment sur des tâches répétitives, par exemple tout ce qui est la mise en page des fiches de révision, tout ce qui est notamment toujours lié aux fiches de révision. En fait, moi j'avais des fiches de révision pour le DCG qui étaient papier, et sauf que comme mes fiches de révision que je commercialise sont digitales, ça voudrait dire qu'il faudrait en fait que je reprenne mes fiches de révision et que je tape à la main mes fiches de révision papier. Et en fait, ça me prendrait, je sais pas combien de jours, mais en tout cas, j'ai pas assez de jours dans le mois et dans l'année pour faire tout ça. Donc, c'est typiquement des choses que je délègue. Donc, aujourd'hui, sur 2024, comment ça se profile pour le moment? Je devrais avoir 4 freelances récurrents. Donc, ça veut pas dire que c'est que des femmes d'ailleurs, mais ça veut pas dire qu'elles travaillent avec moi tout le mois. Hein. C'est plus, je dirais, ça dépend des personnes. On va dire entre 2 et 5 jours par mois chacune, avec un rôle qui est bien défini en fonction de leur expertise, de leur appétence, de qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, etc. Donc on va dire que je vais avoir 2 profils plutôt assistantes virtuelles. Donc je sais pas si vous connaissez le terme, ça commence à un peu se démocratiser. On va dire que c'est un peu comme une office manager, mais en virtuel, si ça parle plus à certains. Donc je vais avoir une assistante virtuelle qui est plus vraiment sur le côté admin, gestion de projet, etc. Par exemple, comme pour les fiches de révision, j'ai mis en place la garantie diplômé ou remboursé. Vous, quand vous allez remplir le formulaire pour dire que vous voulez être remboursé, c'est elle après qui va checker est-ce que vous avez bien eu moins de 10 pour vous faire rembourser, est-ce que vous étiez bien client, qui va procéder au remboursement, parce que moi, j'ai pas de valeur ajoutée à le faire en soi. Donc sur la gestion de projet, ça va être plus tout ce qui est gestion du planning de podcast, planification des épisodes, etc. Parce que moi, j'estime que sur le podcast, ma valeur ajoutée, c'est plus de choisir les bons invités, de me déplacer, de leur poser des questions, etc., de tisser un lien avec l'invité. Et c'est pas notamment, par exemple, le montage, au final, je l'ai jamais géré, et ça, je suis très contente de l'avoir délégué. Mais du coup, là, le but, c'est d'aller encore plus loin, et en fait, moi, que je puisse vraiment me concentrer, enfin, en fait, le peu de temps que j'ai, vraiment le consacrer à ce sur quoi j'ai le maximum de valeur ajoutée, et le reste, le déléguer. Donc, c'est pour ça aussi l'idée de développer mon entreprise, c'est aussi pour me permettre de déléguer, et donc pour pouvoir me concentrer sur les activités où j'ai le plus de valeur ajoutée. J'ai une deuxième assistante virtuelle qui va avoir un profil plus un peu créative, édition de site internet. Donc par exemple, typiquement pour la nouvelle version du site, je vais avoir besoin de nouvelles miniatures pour le blog, pour les articles de blog, parce que forcément la charte graphique a changé, etc. Et en plus, c'était vraiment pas incroyable les miniatures que j'avais, mais en même temps, je suis pas un profil très 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 créa. Donc elle va s'occuper de mettre à jour tout ça. Elle va s'occuper aussi de mettre à jour certaines pages sur le blog ou sur la boutique, où moi, en fait, j'ai fait une trame de page de vente, si vous voulez. Et en fait, elle, après, il faut qu'elle duplique ce modèle sur les autres matières, par exemple. Et donc moi, en fait, j'ai plus une valeur ajoutée, à savoir quels arguments je vais mettre en avant pour vanter les bénéfices de mes produits, etc. Dans quel ordre on organise. Faut que ça ait un lien logique, quelle campagne mail on peut imaginer, quelles automatisations, etc. Mais après, vraiment intégrer sur le site, surtout si c'est le même modèle pour toutes les pages, en fait, une fois que j'ai imaginé le premier modèle, j'ai pas de valeur ajoutée à faire copier-coller en fait sur le site. Donc voilà. Après, j'ai une personne qui va être plus sur l'aspect rédactionnel. Alors attention, c'est pas pour remplacer moi les articles que j'écris. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas écrit d'articles sur le blog. Ça va être plus sur certains articles en particulier, notamment par exemple la série Retour d'expérience que j'ai lancée sur le DCG. En fait, j'estime que moi, ma valeur ajoutée, ça va être plus déjà d'avoir l'idée de faire ce concept, parce qu'en fait ça n'existe pas, d'imaginer comment ça peut se
passer, enfin comment recueillir les témoignages des étudiants, quelles questions leur poser pour que ça soit pertinent vraiment côté étudiant, pour qu'ils puissent donner leurs meilleurs conseils, etc. Ma valeur ajoutée, c'est aussi de me servir de la visibilité que j'ai pour toucher le maximum d'étudiants, que ça soit pour la récolte de leur retour d'expérience ou après pour la diffusion. Par contre, une fois qu'ils ont répondu à toutes les questions, reprendre leurs questions, les copier-coller, les organiser dans un article, mettre en page l'article, etc. Clairement, en tout cas, moi, dans ma vision, c'est pas là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Donc, typiquement, c'est le genre de choses que je délègue, et elle sera peut-être aussi amenée à faire des mises à jour sur le blog. Et ensuite, j'ai une dernière personne qui sera plus un profil développement de produits. Donc, comme je vous ai dit, il y a d'autres formats pour les DCG, DSCG qui devraient sortir. Et donc, là, j'estime que sur ce pan-là, ma valeur ajoutée, c'est plutôt d'avoir l'idée de développer ces produits, le fait d'imaginer pareil des synergies avec mes produits actuels, comment je peux communiquer dessus, comment je peux imaginer des campagnes mail, tout ça. Mais pas forcément m'assurer que les fiches soient à jour. Bon, ça, honnêtement, c'est pas forcément le truc qui me fait triper, ni vraiment produire ou mettre en page les nouveaux produits. J'estime que ma valeur ajoutée, elle n'est pas là, et donc c'est pour ça que je le délègue à quelqu'un. Et donc ensuite, on va passer plus à mes intentions un peu. Je fais la différence entre objectif et intention parce que pour moi, les intentions, ça va être plus un idéal à atteindre que vraiment, typiquement, mon mémoire, en fait, je vais savoir à la fin de l'année si oui ou non il a été écrit. Enfin, en fait, c'est un peu binaire. Développer mon entreprise, doubler mon chiffre d'affaires, en fait, ça va être un peu binaire. Est-ce que j'ai atteint ce chiffre d'affaires ou pas? Structurer, déléguer, ça pareil. En fait, est-ce que je m'occupe toujours de missions pour lesquelles j'estime ne pas avoir beaucoup de valeur ajoutée? C'est un peu binaire. Alors que les intentions, c'est plus pour moi quelque chose qui va être plus un peu... c'est quand même une forme d'objectif, mais c'est quelque chose qui se fait plus en douceur. Et en fait, il se peut que des fois, en fait, j'atteigne pas... entre guillemets cette intention d'une semaine à l'autre, parce qu'en fait c'est plus sur un comportement, un état d'esprit qui peut être sur des plusieurs semaines. Typiquement, je vous donne un exemple. En fait, j'ai mis dans mes intentions, en gros l'idée c'est de travailler moins mais mieux, et dedans par exemple j'ai mis ne plus travailler le dimanche. En fait, peut-être qu'il y a certains dimanches où je vais travailler, parce que sur 56 semaines, peut-être qu'il y en a 6 où je vais travailler parce que, quand je dis travailler, c'est travailler sur mes projets et tout, parce que je sais pas, ça va être exceptionnel, ou voilà, j'ai vraiment besoin. Mais en gros, l'idéal, c'est que j'aimerais ne plus travailler le dimanche et prendre cette routine-là. Donc là, par exemple, ça fait déjà 2 dimanches que je travaille pas. Alors peut-être que pour certains, ils vont se dire what the fuck, soit what the fuck, pourquoi elle veut arrêter de travailler le dimanche alors qu'elle veut développer son business, ou soit what the fuck, elle travaille le dimanche. Mais en fait, le problème, c'est qu'on vit dans un monde où en fait, on a toujours plus de choses à faire. En fait, une fois que ta to-do list, elle est à peine t'as coché 2 cases que, en tout cas moi dans ma tête comment ça se passe, j'ai à peine coché 2 cases que j'en ai déjà 10 autres où je me suis dit, ça serait bien que je fasse ça, puis je pourrais faire ça aussi, ça serait pas mal que je fasse ça, et je pourrais aussi faire ça, tiens j'ai une idée, bref, et du coup en fait ça se désemplit jamais. Donc en fait si moi je m'impose pas la discipline de me dire le dimanche tu ne fais rien, tu ne fais rien au sens tu ne travailles pas, mais tu peux profiter de tes proches, tu peux te reposer, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Tu peux te détendre. Je pense que c'est quand même une bonne stratégie pour pouvoir tenir sur le long terme, plutôt que en fait vouloir entre guillemets bosser tout le temps, mais finalement ton énergie diminue petit à petit sans que tu t'en rendes compte, et au final des fois ça peut péter. Donc voilà, c'est un peu en mode prévention. En fait, si je devais résumer, je pense, mes intentions de cette année, ou même mes objectifs, je pense que c'est plus un peu me recentrer sur moi, sur
ma valeur et vraiment me concentrer sur moi plus que ce que je faisais avant, où je pense que j'avais plus tendance à peut-être pas non plus à m'oublier pour aller vers les autres, mais en tout cas à plus saisir toutes les opportunités, etc. qu'il y avait. Et le fait de se structurer comme ça, d'avoir des objectifs, des intentions claires, ça permet aussi de savoir où on va et de pouvoir saisir ou pas les opportunités quand elles se présentent à nous. Et donc typiquement dans ma première intention, ce que j'ai mis dire non. Parce qu'en fait, je pense que j'avais tendance ces 2 dernières années, et en même temps, c'est normal parce que j'étais dans une phase de développement, notamment au niveau de ma visibilité, etc. Bah, en fait, dès qu'il y a une opportunité, en fait, tu dis, bah oui, tu peux intervenir là, bah oui, bah tu peux faire ça, bah oui, bah tu peux faire ça, bah oui. Et sauf qu'en fait, à un moment, si je fais ça, je peux plus, moi, me concentrer sur mes objectifs, qu'ils soient pro, perso, business, enfin, peu importe, mais... Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire non. Donc je l'ai déjà fait 3-4 fois déjà, alors que je tourne l'épisode. Là, on est le 22 janvier et j'ai déjà dit 3-4 fois non. Et j'étais super contente de le faire. Et en même temps, c'était pas un non un peu brutal, en mode non, je ne veux pas travailler avec vous, arrêtez de me contacter. Enfin, c'est plutôt, en fait, ça correspond pas à mes objectifs du moment, où j'ai pas le temps. Et où parfois quand c'est des interventions qui ne sont pas rémunérées, alors tout dépend, des fois quand c'est dans des écoles, tout dépend du contexte, mais quand c'est des interventions que je sais par le passé où j'ai pu avoir le même type et qui étaient rémunérées, et que là on me dit ah bah non, c'est pas rémunéré, en fait je suis prête à faire l'effort s'il y a une contrepartie qui me permet notamment par exemple de mieux déléguer, de mieux développer mon business. Mais si en fait tu vas me prendre du temps, mais que j'ai pas vraiment de contrepartie, dans le sens où le projet me fait pas trop kiffer, en gros c'est une demi-journée, mais avec le déplacement, le truc, le bidule, le stress, le réfléchir à qu'est-ce que tu vas dire, en fait c'est 1 à 2 journées faciles. En fait c'est 1 à 2 journées où je travaille pas sur moi, où j'avance pas sur mon mémoire, où je développe pas mon business pour anticiper mon année sabbatique et tout. Donc tout simplement non. Et j'ai vu un post LinkedIn, j'avais trouvé ça très vrai, qui disait que en fait, on a tendance souvent à ne pas dire non. Et sauf qu'en fait, il faut prendre en considération que quand on dit non, c'est aussi pour se laisser l'opportunité de dire oui à d'autres choses qui nous font plus kiffer ou qui sont plus en lien avec nos objectifs. Parce qu'en fait, si tu dis non, ça veut dire que tu gardes des ressources, que ça soit par exemple du temps, de l'énergie, pour d'autres choses. Et donc en fait, dire non, ça permet vraiment de se recentrer sur soi et potentiellement de dire oui à d'autres projets qui sont d'autant plus cool. Donc ne plus travailler le dimanche, ça je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai instauré une habitude qui est les instants gratitude. Donc ça, c'est en lien avec... pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, je vous avais partagé l'article de Françoise Savès qui était aussi passé dans le podcast. Et François, je sais pas si tu nous écoutes, mais un gros coucou à toi si c'est le cas. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un espèce de pot de fleurs là, ou si on peut appeler ça comme ça. Et tous les dimanches, je me pose et j'écris sur des petits bouts de papier un peu mes gratitudes. Donc ce pourquoi je suis, je sais même pas comment on dit, ce pourquoi je suis gratifiée. Non, ça me paraît bizarre. Bref, j'écris en gros les choses, les éléments, les actions, les rencontres de la semaine qui m'ont fait kiffer et qui font que je me dis cette semaine elle était cool, et donc ça permet un peu de voir le positif aussi dans surtout les petites choses. Donc c'est important. Et en gros, moi l'idée c'est que j'ai écrit sur des petits bouts de papier, et en fait ce que j'aimerais bien, c'est les laisser vraiment fermer, et à la fin de l'année, quand je vais faire ma rétrospective 2024, tous les réouvrir et me dire ah mais oui, c'est vrai que j'avais fait ça, ah bah oui, ça c'est vrai que c'était cool, etc. Et donc typiquement, j'ai mis plusieurs petits papiers avec j'ai dit non à tel truc, et voilà, donc c'est cool. J'ai mis me faire masser, parce que ça fait genre 1 an et demi que je me fais masser tous les mois, mais donc à chaque fois que je vais me faire masser, je vais dire
Bon, je me suis fait masser. Il y en a, là, je regarde, j'ai un papier où c'est mettre en ligne la fiche de révision pour le management pour le DCG, parce que c'était la première fiche que j'ai mise en ligne, donc j'étais contente. J'ai un petit bout de papier parce que j'ai structuré les espaces Notion de mes freelances et je leur ai rédigé les process, etc. pour qu'elles puissent travailler en autonomie comme elles veulent, quand elles veulent, etc. Si les épisodes solo comme ça vous plaisent, si vous avez envie que je détaille plus certains aspects, peut-être notamment mon cheminement pendant le deck sur qu'est-ce que je veux faire après le deck, est-ce que je sais ce que je veux faire, quelles ont été les étapes par lesquelles je suis passée notamment, mais après ça peut être aussi sur plein d'autres sujets auxquels cet épisode vous a fait penser. Donc voilà, je vous laisse pour cet épisode et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.